On va parler de l'Égypte maintenant, on va remonter le temps, les siècles avec vous, Marie-Cécile Bruvier. Le baron Édouard Empain, grand industriel belge un jour a décidé, avec d'autres personnes, d'élargir, on va dire, une ville nouvelle, d'agrandir une ville en plein milieu du désert. C'est en 1905. On ne va pas commencer par là, on va commencer par l'Antiquité, parce qu'il y a déjà des premières traces qui remontent à bien longtemps sur Héliopolis. Racontez-nous. Alors, Héliopolis, c'est évidemment une ville ancienne. C'est une ville importante dans l'Antiquité parce que c'est le lieu du plus grand temple du soleil de l'Égypte pharaonique. Et donc, à ce titre-là, c'est un centre théologique très important. Et parmi les monuments qui nous restent d'Héliopolis, parce que la ville d'Héliopolis a été démembrée à la fin de l'Antiquité, mais aussi pour construire la ville du Caire. On s'est servi des blocs d'architecture des monuments d'Héliopolis. Ce qui nous reste, en revanche, ce sont les obélisques. Alors, à Héliopolis même, sur le site antique, sur le site du Temple du Soleil, subsiste un obélisque qui faisait partie d'une paire. Et c'est un obélisque vraiment important puisqu'il a été commandité par le pharaon Sésostris Ier, qui est un pharaon du Moyen Empire. Ouais. Et donc... on voit l'image. Oui. Et donc, cet obélisque est le seul élément qui subsiste. Mais l'obélisque est un élément très important. Vous comprenez, c'est une sorte de rayon de soleil pétrifié. Et donc, ça convient très bien dans un temple solaire. Et beaucoup de souverains, notamment au Nouvel Empire, ont dédié à ce temple des obélisques. Alors ces obélisques ont voyagé. Et figurez-vous que ces obélisques se trouvent maintenant à Rome depuis l'Antiquité, puisque les souverains, les empereurs romains se sont aussi intéressés à l'Égypte pharaonique, mais aussi, in fine, il y en a un à Londres, sur Victoria's Embankment, et aussi à New York, dans Central Park. Alors, Florence Doyen, justement, on a commencé par l'Égypte antique. Alors là, on est 27 siècles avant notre ère, 27 siècles avant Jésus-Christ. Je commençais par là parce que l'exposition elle-même est ainsi conçue en 3 temps. Hein. Voilà, exactement. Quel est le deuxième temps? Donc, le premier temps pharaonique, le deuxième temps, la tradition chrétienne, donc notre ère, passé zéro, et tout ça, ces deux temps de l'Antiquité, nous amenant alors à l'époque moderne, au début du XXe siècle, avec la fondation de la ville par le baron Édouard Empain, de cette ville neuve. Mais s'il choisit cet emplacement-là, au nord-est du Caire, à 10 km au nord-est du Caire, c'est parce que justement, il connaît très très bien cet ancrage dans la tradition et de cette ville de l'Antiquité pharaonique, et aussi de cet endroit où il y avait une tradition liée à Marie et à l'enfant Jésus. Selon l'Évangile, c'est quoi? Dites-nous, puisque c'est la semaine sainte pour les chrétiens, c'est la fuite en Égypte. C'est l'endroit, oui, où l'enfant Jésus s'est réfugié avec sa mère sous un arbre sycomore qui s'est fendu à leur arrivée pour les protéger de leurs poursuivants, qui étaient ceux d'Hérode, dépêchés par Hérode pour tuer les jeunes garçons mâles. Et donc, Édouard Empain était tout à fait au courant, parce que de la ville antique, en passant par la tradition chrétienne, cette ville a eu un rayonnement, outre l'Égypte pure pharaonique, rayonnement géographique dans le monde proto-oriental, dans le monde de la Méditerranée, et ainsi, Édouard Empain choisit cet endroit pour installer sa ville neuve, mais tout sauf par hasard. C'est aussi les prémices, l'esquisse de la ville moderne aussi, enfin d'une ville européenne en Égypte en tout cas. Oui. Avec des matériaux différents, avec... Oui, évidemment, on va privilégier le béton armé système François Hennebique, qui est un matériau moderne à l'époque, mais aussi on va inventer la brique silico-calcaire qui va permettre de construire les bâtiments relativement rapidement, donc composés de sable et de chaux et de calcaire. Et c'est aussi évidemment un projet qui s'inscrit dans l'ensemble des investissements belges en Égypte. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Et il y a notamment une entreprise, Baume et Marpan, qui est
qui a construit plus de 157 ponts métalliques sur le Nil. Donc c'est la création de cette ville qui aussi manifeste un grand respect pour l'architecture islamique. Vous verrez que l'architecture d'Héliopolis, de l'Héliopolis d'Édouard Rampin, c'est une architecture qui investit aussi le vocabulaire architectural mauresque. Et donc, c'est une ville intéressante à plus d'un titre. Alors, projet économique, archéologique, mais aussi, on va dire, pour ne pas dire œcuménique, mais multiculturel. C'est une ville qui, dans l'esprit même, incarne aussi ce dialogue déjà à l'époque entre l'Orient et l'Occident. Absolument écuménique, puisque le baron Rampin a souhaité que toutes les confessions chrétiennes, toutes les églises chrétiennes soient représentées, et de même que des synagogues et des mosquées. Donc les trois religions du livre avaient absolument leur représentation dans la ville. Donc c'est extrêmement novateur et visionnaire aussi en ce début du XXe siècle. Faites-nous rêver, Cécile Bruvière. Commençons peut-être avec vous, avec l'obélisque. Vous en avez déjà parlé, mais peut-être, Cécile Bruvière, pardon, la basilique, quelques mots sur elle? Alors oui, justement, Florence expliquait tout à l'heure l'intérêt d'Édouard Rampin pour l'évocation de cette tradition du séjour de la Sainte Famille chrétienne en Égypte. Il se trouve qu'Édouard Rampin est originaire de Belleuil, un village en Hainaut. Et près de Belleuil se trouve encore un petit village qui s'appelle Tongres-Notre-Dame. Et dans ce Tongres-Notre-Dame, il y a une église, mais qui est une basilique mineure, même si l'église est plus petite, dédiée à une statue, une vierge romane. Et lorsqu'il a conçu Héliopolis en Égypte, eh bien, il a transporté cette idée. Et donc, la basilique d'Héliopolis, qui n'est pas une basilique même mineure, mais qui, la tradition, on l'appelle basilique, est dédiée à la Vierge Tongres-Notre-Dame. Et vous imaginez, il a été enfant de chœur à Tongres-Notre-Dame et il est enterré dans la basilique dédiée à la Vierge de Tongres-Notre-Dame à Héliopolis. Belle histoire. Allez, autre œuvre, la Villa hindoue, peut-être... On avait prévu de vous la poser peut-être à vous, mais peut-être Florence Doyen pour vous, pour en dire quelques mots. Très volontiers, Allez. avec d'autant plus de plaisir que j'ai pu y accéder pour la première fois de ma vie il y a tout juste 10 jours à peine, et que c'est donc un endroit absolument fantasmagorique, je dirais, que cette création que Édouard Rampin a voulu, et curieusement en Égypte, il n'a pas souscrit une sorte de mode égyptisante, pharaonisante, mais a souscrit ce style de villa comme un temple khmer. Et en fait, il en avait eu l'idée lors de sa visite à l'exposition universelle à Paris en 1900, où il s'y promenait avec le roi Léopold II. Et ils ont découvert alors le stand, le pavillon, on va dire, du panorama du Tour du Monde, qui avait été mis en scène par Alexandre Marcel, l'architecte français Alexandre Marcel. Et c'est là que, alors, à la fois le roi des Belges et Édouard Rampin ont d'abord découvert les réalisations pour une machine agricole de Bogos Loupart et sont tombés en arrêt devant les réalisations architecturales de ce pavillon. Et c'est de là alors qu'est venue l'idée, tiens, les temples khmers, eh bien moi je voudrais bien, cher monsieur l'architecte Marcel, je voudrais bien une villa de ce style-là avec des statues hindoues et des Ganesh et d'autres divinités voilà, pour être en immersion avec Héliopolis, la ville du soleil. Donc c'est à la Villa Rampin avec la fondation Bogossian.